Salut les geeks! Aujourd'hui, on sort un petit peu de Star Wars et de Marvel, mais pas trop quand même. Et pour cause, on va causer d'un ouvrage incontournable de la SF, j'ai nommé Dune de Frank Herbert. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Allard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, Nicolas, tu es agrégé de lettres modernes, passionné de science-fiction, de fantasy. Tu as publié des essais sur Jules Verne, sur Game of Thrones, Star Wars. Et puis, pour aujourd'hui, on va parler surtout de Dune. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail? Oui, déjà merci beaucoup de votre invitation. Ça me fait extrêmement plaisir de participer à votre podcast. Effectivement, moi je suis professeur, de littérature, c'est mon travail à temps plein, mais à côté, comme je suis passionné de science-fiction et de pop culture, j'ai voulu vraiment, revaloriser le plus possible ces univers qui parfois sont méprisés par les universitaires, les personnes qui pourraient justement, s'y intéresser, les étudier. Et donc c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, j'écris des essais qui portent soit sur la pop culture, soit sur la science-fiction. À chaque fois, avec la volonté le plus possible de valoriser ces univers, d'essayer de les décrypter le plus précisément possible. Moi, je suis un très, très grand fan, notamment de l'univers de Star Wars, Dune aussi, parce que les deux univers sont très liés. Souvent, je consacre en réalité plusieurs années à l'écriture de mes ouvrages parce que c'est un gros travail de recherche, de documentation, parfois de relecture ou de visionnage quand ce sont des œuvres visuelles. Voilà et donc effectivement, là, j'ai écrit un deuxième essai sur Dune, sachant que je l'avais fait en 2020 et les éditions Pocket qui éditent, les romans Dune en France, tenait à ce que, on puisse proposer un ouvrage, augmenté avec plus de contenu que dans la première version. Donc j'ai retravaillé intégralement mon texte et c'est, un essai qui a été publié, il y a quelques mois maintenant en août, 2023. C'est justement à celui-là qu'on va s'intéresser, aujourd'hui, hein. C'est la raison pour laquelle on est, tous les 3 réunis. Donc, ton essai s'intitule Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Donc comme je te disais, paru en 2020 chez Juno et donc une nouvelle, version revue, corrigée, augmentée, chez Pocket, à cet automne. On en profite d'ailleurs pour, remercier le service, communication de Pocket qui nous a fait parvenir, des exemplaires de ton essai que tu as d'ailleurs eu la gentillesse de nous dédicacer. Merci beaucoup. Avec grand Et plaisir. mmh et donc cet essai, comme son nom l'indique, nous plonge dans la fameuse saga de Frank Herbert. Alors pour être tout à fait honnête avec tout le monde, je n'avais ni lu ni vu Dune avant de me plonger dedans. Oui, je sais, bouh, vous pouvez me lancer des tomates virtuellement, c'est pas grave, j'accepte et j'assume. Mais du coup, ça a été un petit peu le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour, me lancer dans cette saga et je me suis quand même fait un petit cours de rattrapage express, histoire d'avoir quand même un peu de matériel pour comprendre un peu de quoi tu parlais. Donc j'ai regardé le film de Denis Villeneuve dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Alors spoiler alert, si comme moi vous n'avez vu que le film de Denis Villeneuve, je vous conseille d'attendre d'avoir vu la deuxième partie qui sort à la fin du mois pour attaquer l'ouvrage de Nicolas parce que ça spoil quand même forcément sévère ce qui se passe dans la saga Dune. Voilà. Mais alors qu'est-ce que c'est justement cette saga Dune, Nicolas? Alors, c'est donc avant tout, une saga littéraire, hein. C'est un roman qui a été, écrit, par, le romancier américain Frank Herbert et qui a été publié en 1965 aux États-Unis. C'est un roman de science-fiction, ce que l'on peut plutôt qualifier de space fantasy parce qu'en fait, un peu comme Star Wars d'ailleurs, il y a quand même une dimension presque magique dans Dune. C'est pas de la hard SF par exemple, du steampunk ou d'autres formes de science-fiction. Donc Dune, c'est un roman qui est d'abord assez, important, ne serait-ce que dans ses dimensions parce qu'en fonction des éditions, il fait entre 800 et 900 pages, donc c'est quand même ce qu'on appelle en littérature un pavé. Faut avoir du temps,
consacrer. Surtout que c'est une œuvre assez complexe. On considère souvent que les 100 premières pages sont assez difficiles. Une fois on entre bien dans l'univers, qu'on l'a compris, la lecture est plutôt fluide, mais le début n'est pas du tout évident pour des lecteurs qui connaîtraient pas du tout cet univers. Et donc, c'est un roman qui a eu un succès critique très important au début. C'est la première fois dans l'histoire de la littérature qu'un roman a obtenu le prix Nebula et le prix Hugo, qui sont 2 prix extrêmement prestigieux dans les littératures de l'imaginaire. Mais ce n'est pas un texte qui a tout de suite rencontré un grand succès commercial. Ça va se faire progressivement par le bouche à oreille, notamment sur les campus américains où les plus jeunes ont été très sensibles aux thématiques écologiques, notamment, qui étaient présentes dans Dune, la remise en cause aussi des dirigeants politiques, de l'oppression, etc. Et donc, progressivement, Dune va devenir un succès commercial, va être traduit à l'étranger. La France est l'un des premiers pays d'ailleurs dans le monde où Dune va être traduit. Et ce succès va être tel que Frank Herbert va se voir donner la possibilité d'écrire des suites, ce qui n'était pas spécialement son ambition première. Hein. Lui, il n'avait pas spécialement prévu d'écrire un grand cycle de science-fiction, mais il va composer 5 autres romans qui forment maintenant ce qu'on appelle le cycle de Dune, et qui est un cycle de Dune qui s'étend sur plusieurs millénaires, parce qu'en fait, on ne nous raconte pas simplement l'histoire de quelques personnages récurrents. À partir, par exemple, du 4e tome, il y a une ellipse temporelle assez importante, et donc on se retrouve ici avec toujours une même galaxie, mais avec des enjeux et des personnages qui vont être différents du début. Voilà, donc, et ensuite, le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, qui est lui-même écrivain, a décidé de prolonger justement le cycle de Dune en écrivant la suite de l'histoire imaginée par son père, mais aussi un certain nombre de préquels qui continuent d'ailleurs à être publiés, qu'on peut trouver aux éditions Pocket. Avec, en collaboration avec, Kevin J. Anderson aussi? Mmh. C'est Exactement, ça, hein? oui. Oui, 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 dis tout Bien donc. à fait. connu, des Mmh. fans de Star Wars parce qu'il a fait aussi, quelques romans, Legend. Oui, Exactement, tout à fait. Donc l'Académie Jedi ou, les comics aussi, Légendes des Jedi. Ça me permet juste de Oui. rebondir sur le fait qu'il y a des comics écrits par, Brian Herbert et Kevin, J. Anderson, qui continuent d'être publiés. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, je crois que c'est chez Panini, qui parle de la maison Oui, Harkonnen. oui, exactement. Oui, oui. et toi, Nicolas, du coup, comment, es-tu tombé dans l'épice? Eh bien, c'est en partie grâce à Star Wars, à vrai dire, parce que, Ah oui? comme je suis un très, très grand fan de la saga créée par George Lucas, j'avais entendu parler qu'il y avait des parallèles, en fait, entre Dune et Star Wars, sachant que Dune a précédé justement la Guerre des Étoiles, et donc un jour, j'ai tout simplement décidé de lire Dune. En plus, comme je suis passionné de science-fiction, j'avais lu déjà beaucoup d'œuvres de science-fiction, mais paradoxalement, pas encore Dune. Et je m'étais dit vraiment que c'était un incontournable, qu'il fallait qu'un jour ou l'autre, je lise ce roman. Et ça a été un vrai coup de foudre pour ce texte qui figure vraiment parmi mes romans préférés. C'est vraiment un de mes livres de chevet. Et voilà, donc en fait, c'est par mon intérêt pour Star Wars, c'est mon intérêt pour la science-fiction de façon plus générale que j'ai commencé à lire Dune. Et vraiment, dès que j'ai commencé à lire le texte, à la fois, j'ai trouvé qu'il était assez mystérieux, assez étrange, mais en même temps il y avait un charme qui se dégageait de cet ouvrage et qui fait que je l'ai lu la première fois, je l'ai lu très rapidement, en quelques jours seulement, parce que j'arrivais plus à lâcher ce livre. Il était vraiment devenu essentiel pour moi dès l'instant où j'ai commencé à le lire. Bah, c'est vrai que c'est assez prenant, hein. Est-ce que tu peux nous parler de Frank Herbert rapidement, nous brosser son portrait? Oui, alors Frank Herbert, donc c'est un écrivain américain qui est né au début des années 1920 aux États-Unis à Tacoma. Ce qui va avoir de l'importance parce que Tacoma, en fait, au moment où Frank Herbert était enfant et adolescent, c'était une des villes des États-Unis les plus polluées. Ça va beaucoup l'influencer pour ses œuvres littéraires. Donc Frank Herbert, c'est quelqu'un qui a une enfance assez difficile. Ses 2 parents sont policiers, mais ils ont des graves problèmes d'alcoolémie.
et donc ils ne s'occupent pas beaucoup de lui, il est beaucoup livré à lui-même en fait, et il va retrouver un refuge dans la littérature. Comme c'est un enfant qui est très curieux, il va s'évader en quelque sorte de son quotidien difficile en lisant énormément de textes, des textes qui sont pas toujours faciles ou évidents pour des enfants, parce que on sait qu'il a lu par exemple Maupassant, Melville. Il va également développer un intérêt pour Jules Verne, pour Edgar Rice Burroughs, des grands auteurs de la science-fiction, Shakespeare également. Donc tous ces auteurs-là vont l'influencer ensuite quand il va composer ses œuvres littéraires et notamment Dune. Et puis, il va commencer tout d'abord sa vie professionnelle avec des activités journalistiques. Assez vite, comme il écrit bien, il va être sollicité également pour être plume d'hommes politiques américains. Donc, il va rédiger les discours d'un certain nombre d'hommes politiques américains, ce qui va lui permettre de voir un peu l'envers du décor de la politique, et ce qui fait qu'il n'a pas du tout idéalisé ce monde-là. Il va vraiment le voir de façon très, très lucide. Et puis, à mesure qu'il progresse dans sa vie personnelle, il décide de devenir romancier, ce qui était en fait, la littérature a toujours été sa passion. Il va écrire des textes de science-fiction avec la volonté forte de proposer une science-fiction très qualitative. Parce qu'avant lui, il y avait eu bien sûr des textes de science-fiction de grande qualité. Il y a des auteurs de science-fiction majeurs qui l'ont précédé. Mary Shelley avec Frankenstein, Jules Verne avec certains de ses romans, H.G. Wells bien entendu. Mais dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, il y a des romans de science-fiction qui peuvent proposer une évasion, mais qui ne sont pas toujours très bien écrits, qui ne permettent pas une réflexion très élaborée sur l'être humain, sur le monde dans lequel on se trouve, etc. Et donc lui, il a la volonté de proposer une science-fiction, si possible, plus qualitative, donc mieux écrite, avec des réflexions philosophiques, universelles, etc. Et donc, ça va l'amener à commencer à composer un certain nombre de textes, plutôt des nouvelles, quelques romans aussi. Et surtout, il va se faire connaître grâce à Dune, essentiellement. Un ouvrage donc qui lui a été inspiré par une enquête qu'il avait commencé à mener en tant que journaliste sur les dunes de l'État américain de l'Oregon. En fait, on lui avait demandé de mener une enquête sur ce que le département américain de l'agriculture avait mis en place pour arrêter la progression des dunes dans cet État. Et donc, ça l'avait beaucoup intéressé. Il s'était beaucoup documenté sur le sujet, et il s'était rendu compte qu'il avait d'ailleurs une documentation trop grande pour écrire un simple article de presse. Et donc, il a décidé de s'inspirer de toutes ces recherches-là pour écrire ce roman de science-fiction qui va ensuite être majeur dans sa vie, parce que finalement, même s'il va composer d'autres romans ensuite que ceux du cycle de Dune, ça va quand même, il va consacrer la majeure partie ensuite de ses travaux d'écriture à ce cycle-là. Et voilà. Et globalement, donc, c'est quand même un écrivain plutôt de science-fiction. Certains de ses textes ne sont pas de la pure science-fiction, mais la plupart d'entre eux, quand même, relèvent plutôt de ce qu'on appelle plus globalement les littératures de l'imaginaire. Alors comme, tu t'attaches à le montrer dans ton essai, donc cette saga, elle aborde de très nombreux thèmes. Dis, hein, elle a été quand même façonnée par comment, ce que tu disais de l'expérience de vie de Frank Herbert, notamment, vis-à-vis, de l'écologie, qui est un thème très, très important, dans cette saga, de même que le féminisme. En quoi, Dune est une saga écologiste? Alors, c'est une très bonne question. Parfois, certaines personnes qui s'intéressent à Dune ont tendance un petit peu à gommer cet aspect écologique, mais il est bel et bien présent. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, Frank Herbert, il a des raisons d'être sensible à la cause environnementale. Comme je l'ai dit, il a grandi à Tacoma, qui était l'une des villes américaines les plus polluées. Elle se trouve dans l'État de Washington, pour citer à peu près les choses. Et donc, il a vu très vite que l'être humain pouvait être néfaste à sa planète. Il était vraiment directement concerné par cela.
Également dans son enfance, ce qui l'a marqué, c'est les discussions qu'il a eues avec, son meilleur ami Howard Hansen, qui était un Amérindien et comme beaucoup d'Amérindiens, avait justement cette fibre écologique, de d'avant-garde qui considérait qu'il fallait, respecter davantage la nature, être beaucoup plus en harmonie avec la nature et donc sa conscience écologique, elle va naître aussi de tous ces échanges avec cet ami qui va beaucoup le sensibiliser sur cette question-là. Euh, à tel point d'ailleurs que le titre Dune vient en partie de leurs échanges, puisque son ami Howard Hansen lui avait dit que, au fond, si on continuait à exploiter comme ça les énergies fossiles, on allait transformer notre planète en désert. Et Frank Herbert lui aurait dit oui, que ça deviendrait une immense dune. Et le terme dune, à ce moment-là qu'il a employé, l'a marqué, il l'a gardé dans un coin de sa tête pour le roman qu'il allait composer plusieurs années plus tard. Et puis dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui a fait des conférences en faveur de respect de l'environnement, qui était très sensible. Il a également essayé, c'est un projet qu'il n'a pas pu mener à son terme, ce qu'il voulait, c'était développer des énergies propres, alors qu'il n'a pas du tout une formation scientifique, mais c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et il ne va pas pouvoir mener à bien ce projet parce qu'en fait, il va déjà être pris par ses activités d'écriture qui vont le solliciter considérablement. Et puis sa femme, dont on va reparler ensuite peut-être avec la question du féminisme, parce qu'elle a été majeure dans son œuvre. C'est presque une œuvre qui a été coécrite en un sens, parce que sa femme Beverly l'a beaucoup influencé et lui a été de très bons conseils dans l'écriture de ses romans. Et bien sa femme a eu une santé assez fragile en fait. Elle a été victime d'un cancer et le traitement de son cancer s'est mal passé, donc il n'a pas pu consacrer le temps qu'il souhaitait au développement d'énergie plus propre. Il aurait aimé justement être une sorte de pionnier, proposer des énergies propres qui auraient été facilement accessibles à chacun. Et donc, en quoi est-ce que Dune, là c'était un peu pour le contexte, en quoi est-ce que Dune est un roman écologique? Eh bien, on a dans Dune une planète donc qui est une planète exclusivement de sable pratiquement, et la population de cette planète, les Fremen, plutôt que d'essayer justement par la technologie de transformer cette planète pour son confort personnel, va s'adapter beaucoup au rythme de cette planète. Donc, par exemple, c'est une population qui vit essentiellement la nuit et pas le jour parce que les températures sont extrêmes. C'est une population également qui porte ce que l'on appelle dans l'univers de Dune un disti. C'est une tenue qui permet de recycler l'eau de son corps. Donc il y a déjà cette idée du recyclage. Il faut bien situer les choses dans leur contexte. On est là au milieu des années 1960 quand Dune est publié. Et en plus, on est aux États-Unis, qui n'est pas le pays qui a la plus grande fibre ou le plus grand engagement écologique. Voilà. On a également l'idée justement que les grands méchants, notamment du premier tome de Dune, la famille Harkonnen, sont une famille qui justement a complètement détruit leur planète mère en n'étant pas du tout respectueux de celle-ci. Donc les rares fois où on voit cette planète dans le roman ou alors à l'écran, on voit que c'est une planète effectivement qui n'est plus du tout un lieu agréable à vivre, alors que ce n'était pas le cas à l'origine. Voilà, donc ce serait assez long de développer sur l'écologie, mais peut-être pour terminer, il faut aussi rappeler que dans Dune, un des personnages secondaires importants, Liet Kynes, dans l'adaptation de Denis Villeneuve, le personnage a été féminisé d'ailleurs, eh bien Mmh. c'est un planétologiste impérial, c'est-à-dire quelqu'un C'est vrai. qui est en charge finalement de la planète dans le respect de son écosystème, de son organisation globale. Donc, on pourrait presque dire que c'est une sorte d'écologiste. Voilà. Et à l'intérieur du roman, pour terminer sur ce point, il y a tout un tas de réflexions sur l'idée, par exemple, que l'écologie, c'est la compréhension des causes de ce qui se produit sur une planète en question. Il y a beaucoup de pensées qui sont pleinement écologiques, et notamment donc la population des Fremen qui vit en harmonie avec la nature qui lui a été léguée, et véritablement un peuple que l'on peut qualifier quasiment d'écologique. Et c'est un C'est vas-y, bah, vas-y Céline, je t'en prie. Non, j'allais réagir en disant que c'est vrai que, on a vraiment cette séparation entre les Harkonnen qui sont sur Arrakis uniquement
pour, exploiter les pistes. Donc ils sont dans cette position d'exploitation des ressources naturelles, sans faire attention, à la nature et inversement, les Atreides, vont être dans, la discussion avec les Fremen le fait de, du coup, se coordonner avec la planète, ce que font les Fremen, quoi. Mmh. Oui, tu as tout à fait raison, hein. Il y a bien une opposition entre les 2 et vraiment, pour bien se rendre compte à quel point, Dune est un roman écologique, il faut vraiment partir du principe que les antagonistes principaux, ce sont, comme tu l'as bien rappelé, des personnes qui, n'ont absolument aucun intérêt à, respecter la nature, respecter une planète qui leur est donnée. Eux, ce qui compte seulement, c'est le profit, le profit, le profit et alors que, par exemple, les Fremen ne sont pas du tout dans cette perspective-là et la famille Atréide, qui est donc, la famille du personnage principal, Paul, est également dans une perspective très différente des Harkonnen. Ouais, on sent, enfin les thèmes résonnent encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez fort en fait dans l'œuvre de Frank Herbert, c'est que, on dit: «Bah oui, ça a 60 ans», mais en fait, ça pourrait être écrit aujourd'hui, on pourrait calquer, tout autant, sur la société actuelle. Enfin, c'est très, très, très parlant, de notre société et de comment elle n'a pas évolué quelque part. C'est un peu déprimant de se dire que, on en est, finalement au même point que ce qu'il décriait il y a déjà 60 ans, Oui, tu voire as tout pire. à fait raison et d'ailleurs ça a marqué les acteurs de Dune de Villeneuve, parce que certains ne connaissaient pas du tout le roman et l'ont lu bien sûr pour préparer le film et ce caractère visionnaire finalement de Frank Herbert qui nous annonce déjà que, il faut être plus respectueux de notre planète, sinon on risque effectivement d'être confronté à des problèmes majeurs. C'est vraiment quelque chose qui les a marqués. Ils en ont souvent parlé dans leurs interviews et même dans le hardbook du film. Il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. Mmh. Et l'écologie, c'est pas le seul thème, très, très actuel de Dune. Il y a aussi le féminisme qui a une part, vraiment, très, très importante, dans cette histoire, dans cette saga. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors effectivement, ça c'est parfois, comment la dimension féministe de Dune, elle a pu parfois faire, débat, mais en fait, quand, on creuse un peu, le sujet et qu'on se documente bien, c'est vraiment une œuvre effectivement qui annonce déjà, le féminisme. Alors si on contextualise un petit peu déjà, Frank Herbert, c'est quelqu'un dans sa vie personnelle qui était favorable aux mouvements féministes qui ont commencé à se développer justement en partie après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est non seulement quelqu'un qui était favorable, mais qui s'est engagé en faveur de ces mouvements-là, qui trouvait qu'effectivement les femmes méritaient d'avoir un autre statut, dans la société. Lui également, il a écrit, Dune en partie pour rendre hommage à sa femme pour laquelle il avait, un profond respect et une extrême admiration, une admiration vraiment d'ordre intellectuel. Sa femme était effectivement quelqu'un de très brillant, quelqu'un qui écrivait par ailleurs très bien. Ils se sont rencontrés d'ailleurs, dans le cadre d'un cours d'écriture et il a voulu donc lui rendre hommage à travers le personnage de Jessica Atreides, donc la mère du personnage principal, qui est, une Bene Gesserit, donc on en reparlera plus tard, mais c'est une caste, importante dans l'univers de Dune et donc voilà, donc lui, il a déjà dans sa vie personnelle, on va dire, une image extrêmement positive des femmes. Il les cantonne pas du tout, simplement au foyer, aux enfants ou, à des choses qui seraient très, très réductrices. Dans son univers, dans l'univers Dune, ce qui est très intéressant, c'est que, pendant longtemps dans les univers des littératures de l'imaginaire, donc science-fiction ou fantasy, la femme était surtout, associée par exemple, à la thématique de l'amour. Elle pouvait être parfois présentée comme la récompense du héros valeureux après tous les hauts faits qu'il aurait pu, accomplir et Frank Herbert, lui, il va vraiment changer cela. Donc là aussi, il faut bien recontextualiser les choses. Il faut partir du principe que quelques années auparavant, l'autre œuvre majeure des littératures de l'imaginaire après la Seconde Guerre mondiale, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et chez Tolkien, les femmes sont quasiment absentes. Si on prend également les écrivains de science-fiction qui sont un peu majeurs, à l'origine de la science-fiction comme Jules Verne ou H.G. Wells, les femmes ne sont pas des personnages extrêmement importants dans l'intrigue. Donc Frank Herbert, lui, il a envie de changer ça. Euh,
même si son personnage principal est un homme, il y a beaucoup de personnages très importants qui sont loin d'être secondaires, qui sont des femmes et qui surtout ne sont pas limitées à un seul et même statut. Elles sont aussi bien des mères que des guerrières, on pourrait presque dire des magiciennes pour l'ordre du Bene Gesserit, puisque cet ordre-là est un ordre exclusivement féminin, et ces femmes sont aussi bien des guerrières redoutables que des personnages qui peuvent manipuler les esprits faibles, un petit peu justement comme la force dans Star Wars. Ici, c'est avec la voix. Donc, et c'est un ordre de nouveau qui est exclusivement féminin et qui est vraiment mis en valeur dans tout l'ensemble du cycle de Dune. Et c'est le cas donc dès le premier roman. Voilà. Et puis, il y a des personnages vraiment qui ont une très forte personnalité, qui sont très affirmés, qui ne se laissent pas du tout dicter leur conduite par les hommes. On peut penser au personnage de Shani, qui est une jeune Fremen dont Paul va tomber ensuite amoureux. Et puis même au sein des personnages très secondaires. Par exemple, il y a une Fremen qui s'appelle Hara. Alors ça, il faut aller plus loin dans le roman. On la verra peut-être à l'écran dans le film de Denis Villeneuve, la deuxième partie. C'est un personnage qui est extrêmement important pour Paul et pour son développement personnel dans le roman, et un personnage qui est très bien écrit, qui est assez émouvant tant elle a de qualités différentes. Donc Dune, effectivement, ce serait au contraire une erreur de dire que ce n'est pas une œuvre féministe, parce que c'est une œuvre qui va contribuer à ce que l'on ne se dise plus la femme dans les œuvres de science-fiction, de fantasy n'a pas vraiment sa place, ou alors seulement par rapport à la thématique de l'amour. Et puis montrer également que les femmes, elles ne se réduisent pas à une seule thématique, mais qu'elles peuvent être également des personnages absolument centraux dans l'intrigue. J'en parle dans mon essai. Dans Dune, Frank Herbert fait en sorte qu'on puisse avoir accès aux pensées intérieures des personnages. Donc, il le marque par l'utilisation de l'italique. Eh bien, le personnage auquel on a le plus, dont les pensées nous sont le plus souvent accessibles, c'est le personnage de Jessica, donc la mère de Paul, et pas du tout le personnage principal. Et d'ailleurs, globalement, dans l'intrigue, elle est présentée finalement comme plus avisée que son fils, alors que son fils est un personnage principal et en bonne partie un personnage héroïque. Donc, il n'y a pas du tout ici la volonté de montrer que les femmes peuvent avoir de l'importance, mais que c'est une importance limitée. Bien au contraire chez Frank Herbert. Elle y revisite en fait quelque part, je trouve le mythe de la sorcière, dans le sens où, on a des femmes qui ont, bah, comme tu disais, les Bene Gesserit, qui ont des pouvoirs, magiques, surnaturels quelque part, mais on les présente, sous une lumière, différente de ce qu'on peut voir habituellement, associée à la magie. On n'est pas dans l'enchanteresse, on n'est pas dans la vilaine sorcière toute moche, toute méchante, toute mauvaise, qui ne fait que le mal autour d'elle. Non mais c'est vrai, je te demande Non, pas, je Céline, mais je mets juste un on est bémol parce que la chef des Bene Gesserit, quand, oui. elle la voit, il dit: «C'est une sorcière toute fripée un peu». Je Oui, sais oui, plus oui, puis, comment il le dit, mais il me semble que tu fais du un coup, ça m'a fait parallèle écho à ça, d'ailleurs, ça m'a fait rire, mais dans ton tu as raison, essai avec, c'est pas du l'empereur tout, Palpatine, au niveau de l'apparence, de la c'est révérende vrai, Oui, mère ouais. c'est vrai. et de l'empereur. Ouais. Bon, alors effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire, Oui, parce que mais Dame Jessica est très voilà, c'est pas une sorcière. on est dans quelque chose, voilà, effectivement, on est sur une femme, une belle femme, mais c'est pas, elle est pas là pour faire jolie, en fait. Derrière, on a, quelqu'un qui est, surentraîné, à la fois, intellectuellement et physiquement, qui comprend très, très vite, les enjeux de ce qui se passe autour d'elle, qui est capable de s'adapter extrêmement rapidement. On le voit, hein, quand, avec, Paul, elle débarque chez les Fremen, et comment elle est capable de s'imposer très, très rapidement et de gagner le respect, des Fremen. Donc c'est vrai que de prime abord, on a un peu de mal à voir dans Dune, ce côté, justement un peu ode à la femme quelque part. Mmh. Mais quand on creuse un peu, c'est, comme tu disais, extrêmement intéressant parce qu'elles n'ont pas qu'un statut. C'est pas juste, la femme trophée, c'est pas, la femme sorcière, c'est pas la femme guerrière, elles sont toutes en même temps, et c'est vrai que la figure de Jessica, elle est très intéressante parce elle est à la fois mère, amante, hem
comment? Guerrière, enchanteresse, enfin, elle cumule énormément de tableaux et c'est vrai que c'est extrêmement rafraîchissant en tant que femme, de voir des représentations, comme ça qui sont pas bornées juste à un rôle ou un statut. Oui, exactement, tu as raison et notamment, je trouve que c'est bien et ça va être le cas aussi pour le personnage de Chani par la suite, de montrer que, une femme peut avoir plusieurs statuts et notamment être aussi bien une guerrière, une magicienne qu'une mère. Parce que parfois aussi on peut avoir, le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'à vouloir rendre un personnage féminin, héroïque, on va nier aussi pour elle finalement la possibilité d'avoir une famille, de pouvoir aussi s'épanouir en tant que mère et là, on ne montre pas du tout que ça peut, être incompatible en fait d'avoir tous ces statuts-là. Et c'est vrai qu'elles peuvent, il y a une réécriture un petit peu du personnage de sorcière. Alors il est juste de dire que, la révérende mère, dans Dune, elle nous est présentée comme une sorte de sorcière et je montre que par certains aspects, elle peut, déjà avoir influencé George Lucas pour Palpatine, notamment d'un point de vue de la représentation physique, mais elle n'est pas en fait à l'image de l'ensemble de ce que sont les Bene Gesserit puisque Jessica, au contraire, nous est présentée comme une très belle femme et la famille impériale également que l'on observe surtout à la fin du premier tome et que l'on voit dans les tomes suivants est composée de femmes qui ne ressemblent pas du tout justement à la vieille sorcière des contes. C'est presque comme si justement Frank Herbert au début du roman voulait nous laisser entendre qu'on allait avoir un peu la sorcière traditionnelle et puis en fait il démonte complètement ce préjugé-là en montrant que lui va réécrire un petit peu ce type de personnage qu'il n'a pas du tout envie d'entrer dans cette tradition. Sur les Bene Gesserit, il y a à la fois, voilà, c'est un ordre, avec, des pouvoirs, et une grande importance, dans le livre, mais il y a aussi une espèce de critique de la religion, qui est un peu en sous-texte avec Paul. Il y a, une critique du héros, une déconstruction, du mythe. Est-ce que tu penses que Frank Herbert avait déjà pensé dès le départ qu'il y aurait une chute? Ou est-ce que, ça s'est fait, au fil, du récit? Oui, oui, c'est effectivement son projet. C'est-à-dire que lui, son expérience, de plume en politique, d'avoir composé plusieurs discours pour des hommes politiques américains, l'a amené, à considérer vraiment avec beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance, ce que pouvait être, la politique, l'engagement politique, de certains dirigeants et il était persuadé notamment d'une chose, c'est que, politique et religion faisaient très mauvais ménage. Il considère que c'est un grand danger. Donc lui, il va être fortement opposé à tout ce qui peut être, théocratie, par exemple. Et puis, il est également, très sceptique en ce qui concerne le lien entre politique et héroïsme. Il considère notamment que plus, un dirigeant politique a été choisi parce qu'il était perçu comme une sorte de héros de son peuple, plus il y a des dangers, parce que la population aura tendance dans ces cas-là à réduire beaucoup son esprit critique vis-à-vis de ce dirigeant en se disant que finalement c'est une chance pour elle, cette population, d'avoir un tel héros à sa tête. Par exemple, lui, de façon assez provocatrice, il disait que le meilleur président des États-Unis qu'il avait connu de son vivant, c'était Richard Nixon, qui pourtant donc a été englué avec tout le scandale du Watergate, parce qu'il disait au moins face à ce dirigeant-là, il n'y a pas du tout le risque de presque le diviniser, de le placer sur un piédestal. Il considérait que de ce point de vue-là, même s'il était sans doute plus proche de ses idées, que Kennedy, par exemple, qui avait toute une aura autour de lui, était finalement un dirigeant potentiellement plus dangereux pour les États-Unis parce que la population aurait tendance à moins recourir à son esprit critique. Donc ce qui est fascinant en fait dans son œuvre, c'est qu'il veut vraiment nous montrer qu'à travers le personnage de Paul, qu'il est très dangereux déjà de vouloir mêler politique et religion, qu'on peut effectivement tomber dans le fanatisme et la violence. Et également, ce qu'il va vouloir montrer, c'est que une population ne devrait en fait jamais choisir comme dirigeant quelqu'un qu'elle va considérer comme un héros, parce que dans ces cas-là, elle ne va plus pouvoir vraiment le remettre en cause, elle va avoir tendance à le suivre aveuglément. Et c'était effectivement son projet dès le premier tome,
C'est pour cela ensuite il a voulu écrire le tome numéro 2, Le Messie de Dune. Ce qui l'a motivé, c'était pas simplement la dimension commerciale et le fait que ce livre allait bien se vendre puisque Dune avait été un grand succès à l'échelle internationale. C'est qu'il avait constaté que les lecteurs n'avaient pas assez perçu justement cette remise en cause du héros qu'il essayait de mener dans le premier tome, et donc il voulait que les choses soient plus claires. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Denis Villeneuve aimerait adapter Le Messie de Dune au cinéma et faire une sorte de trilogie Dune, parce que la deuxième partie de l'œuvre commence à montrer justement ce danger entre politique et religion, le danger également à mêler politique et héroïsme, mais c'est surtout le Messie de Dune qui le montre beaucoup plus. C'est un thème qui revient beaucoup, dans ton essai justement. Hier, j'ai relevé une citation que je trouvais, assez pertinente, sur ce sujet. C'est page 286, quand tu fais des comparaisons avec, Game of Thrones et le personnage de Daenerys. Et alors, je cite: «Ainsi, Paul et Daenerys sont là pour développer un même message politique. Plus que des héros, ce sont des anti-héros. Ils nous invitent à nous méfier des apparences et à toujours rester vigilants face aux leaders politiques, quand bien même ceux-ci seraient charismatiques, séduisants et œuvreraient potentiellement en faveur des forces du bien». Je trouve que ça résume, prodigieusement bien, en fait, bah, toute l'histoire de Paul, au final. Mmh. Oui, ben, je te remercie d'avoir cité ce passage de mon essai. Effectivement, et il y a, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais George Martin, donc l'auteur du Trône de Fer, s'est beaucoup inspiré de Dune, et notamment tout ce qui concernait cette thématique politique. Alors, il n'a pas encore, on attend toujours l'avant-dernier, le dernier tome du Trône de Fer. On ne sait pas s'ils seront un jour Moi, je me publiés. suis Là, fait une raison, hein. ouais, moi j'ai tendance à penser que ce sera pas le cas en fait, et que c'est un peu un serpent de mer. Mais toujours C'est est-il ça. que, il faut pas oublier que la fin de la série a été, écrite, avec, quand même en accord avec George Mmh. Martin. C'est lui qui a donné, on va dire les idées principales, les Les grandes showrunners lignes. avaient vraiment la trame pour écrire la fin de la série, et donc le revirement de Daenerys, c'est très certainement de sa volonté. Donc, on aurait de nouveau ce parallèle possible entre Frank Herbert et George Martin, le premier ayant inspiré le second. Alors, ce n'est pas à proprement parler un thème, abordé par ton essai. Alors, je change complètement de cap, mais on en a pas mal parlé au départ, quand on était sur le thème de l'écologie. C'est le thème du désert, et on dirait qu'il y a une sorte de fascination, hein, de Frank Herbert pour le désert. Alors tu expliquais aussi que ça vient en partie, du travail qu'il a fait sur les dunes de Florence en Oregon, de ses discussions avec, son ami Howard, j'ai oublié le nom de famille, mais c'est pas Hansen. grave. Merci. Et du coup, c'est vrai que ce thème de la désertification, c'est un thème qu'on retrouve, de façon très, très, très récurrente dans la science-fiction, et pas seulement dans Dune. Mmh. Oui. Oui, tu as tout à fait raison. Et en fait, c'est en partie Dune qui va populariser le désert comme espace propre à la science-fiction. Alors, avant lui, pour être honnête, mais c'est une œuvre qui l'a beaucoup inspiré, il y a Le Cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Alors, Edgar Rice Burroughs, le grand public le connaît surtout pour un de ses personnages les plus mythiques, qui est Tarzan, puisqu'il a écrit donc plusieurs tomes autour de celui qu'il présente comme un homme singe, et qui est donc qu'il a créé de toutes pièces. Mais il a écrit également deux autres grands cycles très importants pour les amateurs de science-fiction. Le cycle de Pellucidar, qui se déroule, donc c'est une histoire qui se déroule au centre de notre planète, où on constate qu'il y a toujours des dinosaures qui sont en vie, des hommes préhistoriques, etc. Donc c'est une œuvre très importante pour mettre en place ensuite toute la littérature préhistorique, dont l'œuvre la plus connue actuellement est Jurassic Park, par exemple. Mais il a surtout écrit le cycle de Mars. Et le cycle de Mars, donc c'est connu aussi sous le nom des aventures de John Carter. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont vu l'adaptation de Disney qui est sortie en 2012 au cinéma.
qui a d'ailleurs été perçu comme un plagiat de Star Wars, alors qu'en réalité, c'est une œuvre qui précédait justement La Guerre C'est des vrai. Étoiles et qui a pu inspirer George Lucas. Et donc, dans le cycle de Mars, on a un être humain, John Carter, qui se retrouve sur la planète Mars, qui s'appelle Barsoom, et effectivement, qui est bien souvent présenté de façon très, très désertique, avec un climat, une géographie qui rappelle vraiment le désert. Et cette œuvre va fortement inspirer Frank Herbert, pas simplement d'ailleurs parce que c'est un planète opéra, mais parce il y a des parallèles importants entre John Carter, Paul Atreides, dans également l'idée de libérer une population qui peut être victime d'une oppression, etc. J'entre pas dans le détail ici, mais tu as raison. Le désert donc était déjà présent dans la science-fiction et surtout donc avec le cycle de Mars. Frank Herbert va vraiment populariser cela, puisque là, le désert, on l'a même dans le titre avec le terme de dune. Et ensuite, on va le retrouver beaucoup dans les œuvres de science-fiction. Alors, bien entendu, Star Wars, parce que Star Wars, ce qui est fascinant, c'est que bien sûr, on a Tatooine, qui est la première planète que l'on voit à l'écran dans ce qu'on appelle, nous, maintenant, l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mais surtout, j'en parle d'ailleurs dans mon essai, c'est presque un paysage récurrent, en fait, dans l'univers de Star Wars, que ce soit vraiment dans tout l'univers étendu et pour on va dire le plus grand public, les films ou les séries les plus récentes. Dans The Mandalorian, par exemple, on a quand même des paysages désertiques. On en a eu également dans la postologie Star Wars. C'est vraiment un paysage qui est assez récurrent, qu'on va retrouver également en partie dans Blade Runner de Villeneuve, justement, alors que c'était pas du tout l'esthétique du premier Blade Runner. Et souvent, en fait, le désert est choisi parce que c'est un lieu, c'est un espace qui évoque un peu tout ce qui va relever du post-apocalyptique. Donc, c'est assez parlant, en fait, en science-fiction. On va tout de suite se dire qu'il y a des choses qui se sont passées, que ça, a priori, c'est pas des choses très positives, et ça confronte également l'humanité à la question de la survie, puisque il y a quand même une extrême minorité d'êtres humains à l'heure actuelle qui vivent dans des espaces désertiques. Donc, voilà. C'est vrai, comme tu disais, hein, ça a beaucoup influencé, bref, on pense plus quand en univers post-apocalyptique à quelque chose de désertique, désert chaud, ambiance Sahara que, des ambiances, à la transpersonnage, par exemple. Mmh. Oui. Donc je pense à Mad Max, je pense à tiens, un roman qui est sorti chez Pocket, l'année dernière, qui était Le désert des couleurs de Aurélie Wellenstein aussi, qui est, beaucoup Oui. dans cette thématique-là. On sent vraiment, hein, que c'est presque un fil conducteur dans, l'écologie, science-fiction. Oui, 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 exactement. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, et puis en plus que l'on peut facilement associer, à notre époque avec, également, bah, la désertification progressive de certains espaces, hein, avec notamment, toute la déforestation. Donc c'est d'autant plus une thématique pour nous qui est d'actualité. Ouais. Dans ton essai, tu fais pas mal de parallèles avec, les influences, que Dune va avoir. Tu les appelles, les enfants de Dune, hein, sur la SF, la pop culture. Donc, tu parles de Star Wars, mais tu parles aussi donc, tu l'as dit, Jurassic World, tu parles Terminator, enfin, je vais pas tous les citer. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce paysage que tu développes après dans ton essai? Puis on va laisser les lecteurs, découvrir, l'ensemble. Oui, bien sûr, mais pour synthétiser, en fait, il y a, parmi les études, sur Dune, parce que Dune, en fait, c'est une saga qui a été paradoxalement étudiée, tardivement. Il y a les premiers essais un peu qui portent sur Dune sont sortis, quelques mois avant le film de Denis Villeneuve, donc globalement à l'année, 2020, et donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet univers. Et il y a un point qui a été peu traité avant mon essai, c'était, ce que Dune avait pu apporter à la science-fiction et à la pop culture. Notamment, moi, je voulais traiter un peu le paradoxe suivant, c'est que Dune, c'est donc une source d'inspiration majeure pour beaucoup d'artistes qui se revendiquent de la pop culture ou de la science-fiction, mais pour autant, c'est pas encore vraiment devenu une franchise de pop culture à part entière.
une franchise de pop culture, pour qu'elle en soit une, il faut vraiment qu'elle réussisse à imposer ses codes pratiquement à tout le monde, même à des personnes qui ne s'y intéressent pas. Je prends souvent l'exemple de Star Wars parce que je trouve que c'est parlant. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu un seul film Star Wars, mais qui sont capables de dire qui est Dark Vador, qui savent que dans Star Wars, il y a des sabres laser, qu'il y a des Jedi, qu'il y a la Force, etc. Et Dune, donc, a tenté, mais là, c'est surtout récent, de diversifier un petit peu ses supports, c'est-à-dire ne pas être seulement des romans, être des films, pourquoi pas des séries, des jeux vidéo, des jeux de société, des produits dérivés. Star Wars, c'est vraiment l'exemple parlant où là, on est parti d'un film et maintenant, on est vraiment dans une œuvre transmédia de façon totale. Dune n'y est pas trop parvenu. Par contre, mais c'est en évolution. Par contre, c'est une œuvre qui a inspiré beaucoup la pop culture, c'est vrai. Donc, le point que je développe le plus, moi, dans mon essai, c'est vraiment par rapport à Star Wars, parce que George Lucas, bien entendu, a des sources d'inspiration extrêmement différentes. Ça va de Dune au cycle de Mars, en passant par le cinéma d'Akira Kurosawa, les comic books qu'il dévorait quand il était enfant. Il y a vraiment, on va pas faire la liste complète, puis vous la connaissez bien d'ailleurs, mais il y a beaucoup de sources d'inspiration différentes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Dune, c'est une œuvre qui est quand même majeure si on s'intéresse un peu à la jeunesse de Star Wars. Je parle dans mon livre de l'anecdote suivante, c'est que Frank Herbert, quand il est allé pour la première fois voir Star Wars au cinéma en 1977, quand il est sorti de la salle, il était furieux, il avait l'intention de faire un procès à George Lucas pour plagiat, parce qu'il avait vu, d'après lui, 16 points d'identité absolue entre son roman Dune et donc le premier film de la Guerre des Étoiles. Finalement, il a eu l'intelligence de se raviser, de se dire qu'il y avait beaucoup d'influences diverses en fait qui exerçaient une importance pour George Lucas, mais il y avait eu cette dimension-là. Donc pour Dune notamment, pour Dune et Star Wars, ce qui a frappé Frank Herbert, c'est les parallèles possibles entre Paul Atreides et Luke Skywalker. Alors moi, dans mon essai, j'insiste aussi sur le fait que c'est peut-être encore plus un parallèle à établir entre Anakin Skywalker et Paul Atreides, qui sont deux héros assez tourmentés, ce que Luke n'est pas autant, par exemple, que peut l'être son père. Mais il y a effectivement, en tous les cas, un parallèle à faire entre les deux Skywalker et Paul Atreides, c'est certain. Le parallèle entre l'ordre du Bene Gesserit et l'ordre Jedi, notamment l'utilisation de la voix ou de la force pour influencer les esprits un peu plus faibles, voilà, et le fait que les Bene Gesserit comme les Jedi soient des guerriers hors pair, en fait, des guerriers qui sortent complètement de la norme. Bien sûr, l'importance qui est accordée à Tatooine dans la Guerre des Étoiles, c'est vraiment une planète mythique, alors que c'est une planète qui ressemble beaucoup à Dune. Voilà. Et puis d'autres parallèles que je développe pas ici, mais les lecteurs pourront aller voir. Il y a des points communs aussi qu'on peut établir entre le personnage de l'empereur du baron Harkonnen, qui est le principal antagoniste du tome 1 de Dune, et Dark Vador. Il y a des parallèles qui sont assez intéressants à établir. Voilà. Et puis bien sûr, il y a d'autres œuvres de pop culture qui ont été qui se sont inspirées de Dune, notamment, donc on en a parlé tout à l'heure, Le Trône de Fer. George Martin a totalement assumé d'ailleurs le fait qu'il était un grand lecteur de Frank Herbert et que ça l'avait beaucoup inspiré. Donc notamment là, c'est pour le traitement des questions politiques, la remise en cause du héros. L'idée également que dans cet univers, c'est aussi un peu le cas dans Dune, personne n'est véritablement à l'abri, et donc que l'on soit un héros, que l'on soit un enfant, que l'on soit un être bon ou un être mauvais, on n'est jamais totalement à l'abri de la mort et du fait d'avoir son existence qui va être abrégée brutalement. Et puis, il y a également un parallèle entre Dune et Le Trône de Fer, c'est l'importance des grandes maisons, de grandes maisons qui sont ennemies jurées parfois depuis des siècles ou des millénaires, et qui ont de grandes ambitions qui font qu'elles vont s'opposer. Voilà, il y a une dimension tragique également dans les deux œuvres. Et puis, effectivement, pour en parler rapidement, parfois ce sont des artistes plus généralement qui vont être inspirés par Dune.
Dans le domaine du cinéma, on peut parler de James Cameron, qui va en fait, dans plusieurs dans ses œuvres, ça peut aussi bien être dans Avatar que dans Terminator, par exemple, reprendre des éléments qui sont évoqués dans Dune. Moi, j'ai un peu plus insisté dans mon essai sur les parallèles entre Dune et Avatar, parce qu'il y en a quelques-uns. Et Cameron, c'est un peu comme George Martin, il reconnaît tout à fait ce qu'il doit à Frank Herbert. Il a beaucoup insisté sur le fait que quand il était adolescent, il adorait lire Dune, que c'était vraiment son livre de chevet. Et si on sort un petit peu de la sphère américaine, on peut aussi parler d'Hayao Miyazaki. Miyazaki, c'est un grand lecteur de façon générale, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de littérature et notamment, il s'est beaucoup inspiré de Dune et il a là aussi admis totalement la dette qu'il avait vis-à-vis de Frank Herbert pour ce qui est souvent considéré comme son principal chef-d'œuvre ou l'un de ses principaux chefs-d'œuvre, Nausicaa de la vallée du vent, où là on a des créatures, les Homu, qui font vraiment penser aux vers des sables et Miyazaki a dit qu'il s'était inspiré des vers des sables de Dune pour les Homu. C'est également une grande fable écologique. On est dans un monde post-apocalyptique désertique qui rappelle quand même par certains aspects la planète Arrakis, qui est donc la planète de Dune. Voilà, donc il y a la liste ici n'est pas exhaustive, mais il y a beaucoup de grands artistes de la science-fiction ou de la pop culture qui ont eu envie, d'une manière ou d'une autre, soit de reprendre des éléments de Dune, soit de réécrire en quelque sorte Dune un peu à leur façon. Alors, comme tu disais, tout à l'heure, Dune est une grande source d'inspiration, mais il n'a pas encore le statut, réellement de franchise de pop culture, notamment parce que, il y a pas une grande diversification des médias. On n'est pas sur, une franchise, transmédia, à la Star Wars et justement, en fait, ça m'amène, au sujet des adaptations de Dune qui a longtemps été, considérées comme, presque maudit en fait, inadaptable, Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents projets, des différentes adaptations qu'il y a pu y avoir, de cette saga? Oui, tu as raison d'employer, l'adjectif maudit parce que c'est vraiment ce qu'on peut dire. Ça a été pendant longtemps, l'idée en fait que Dune, n'allait pas pouvoir, être adapté au cinéma. Alors pour cela, je voudrais parler un petit peu justement du Seigneur des Anneaux parce qu'en fait, les 2 monuments, si on devait dire par exemple une fois dans sa on a eu un seul livre de fantasy, un seul livre de science-fiction à lire dans sa vie, il faudrait lire d'un côté pour la fantasy Le Seigneur des Anneaux et puis pour la science-fiction Dune, qui reste d'ailleurs des succès de librairie importants. Dune, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais ça reste le roman de science-fiction le plus vendu au monde et le plus lu au monde. Donc, le parallèle avec Le Seigneur des Anneaux, c'est que pendant longtemps, on a pensé que Le Seigneur des Anneaux, c'était une œuvre qui était maudite pour le cinéma. Il y a eu tout un tas de projets qui ont essayé de se mettre en place, notamment à partir des années 70 ou 80, qui ont été confrontés à l'échec. Et avant donc la trilogie de Peter Jackson au début des années 2000, on pensait vraiment que Le Seigneur des Anneaux était une œuvre inadaptable au cinéma. Et donc Peter Jackson a montré que ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas de fatalité. En ce qui concerne Dune, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, quand Frank Herbert a écrit son texte, il a eu le sentiment qu'il y avait un potentiel cinématographique. Et d'ailleurs, son agent littéraire lui a tout de suite dit, il faudra qu'on propose ton ouvrage aussi aux grands studios hollywoodiens parce que ça peut beaucoup les intéresser. Au départ, c'est surtout Marvel qui s'intéresse à Dune pour une adaptation, mais une adaptation en comic books. Et Frank Herbert s'y oppose parce que justement, il se dit, quitte à faire découvrir mon œuvre par un autre biais que la littérature, je voudrais que ce soit par le biais du cinéma. Donc, le premier projet sérieux qui est devenu un peu mythique, c'est la volonté d'Alejandro Jodorowsky, donc cet artiste franco-chilien, d'adapter Dune au cinéma. C'était un projet qui devait être assez pharaonique. Le film aurait été extrêmement cher pour l'époque, puisqu'il aurait donc dû sortir au cours des années 70. Son budget aurait dû être de 15 millions de dollars, ce qui était beaucoup à l'époque, avec un casting très prestigieux qui avait été envisagé. Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali. Voilà, je ne fais pas la liste complète, mais c'était un très gros projet qui n'a pas pu être mené à bien parce que justement, il leur manquait 5 millions de dollars pour produire ce projet.
et ça n'a pas été possible tout simplement parce que les studios hollywoodiens n'ont pas voulu le soutenir. Jodorowsky, c'est d'abord un écrivain surréaliste, c'est quelqu'un qui a réalisé ce qu'on appelle des midnight movies, donc c'est des films qui étaient diffusés assez tard le soir dans les cinémas américains parce que considérés un peu comme étranges, un peu psychédéliques, sortant de l'ordinaire. Et effectivement, dans son projet, il avait quand même l'intention de proposer une réécriture assez importante de Dune. Il avait dit d'ailleurs qu'il avait l'intention d'écrire le Dune, de réaliser le Dune de Jodorowsky et pas le Dune de Frank Herbert. Donc ça montre bien à quel point il voulait réécrire cette œuvre. Et puis, le point important, c'est qu'il voulait, comme il avait conscience que c'était difficile d'adapter cette œuvre en seulement 2 heures, il avait prévu de faire un film assez long en fonction des témoignages, parce qu'il en a parlé souvent dans plusieurs interviews. C'est un film qui aurait pu durer entre 9 et 12 heures. Donc on imagine bien que les studios hollywoodiens n'aient pas été très, très chauds face à un tel projet. Donc il a été abandonné, mais on en a gardé quand même des traces parce que déjà il a été très frustré de ne pas pouvoir mener à bien ce projet, Jodorowsky, et avec Moebius, qui est donc ce grand artiste, notamment de l'univers de la bande dessinée, artiste français, ils ont réalisé la bande dessinée L'Incal, qui par bien des aspects est une sorte de reprise de ce qu'ils auraient mis en place pour Dune. Donc pour ceux qui s'intéresseraient au projet de Jodorowsky, il y a 2 manières de voir un petit peu ce qu'il aurait pu faire, c'est de regarder le documentaire Jodorowsky's Dune de Frank Pavich, qui est passionnant. Même si on ne connaît pas Dune, c'est passionnant de voir un petit peu comment ce projet est devenu un projet mort-né. Et puis, il y a donc la bande dessinée assez importante dans l'univers de la science-fiction, L'Incal. Ensuite, donc, il y a eu le film de David Lynch au début des années 80, en 1984. C'est un film qui a rencontré un échec cuisant, aussi bien commercialement que d'un point de vue des critiques cinéma, ce qui est assez justifié en fait. Et David Lynch, d'ailleurs, il a fini par renier son film. C'est le seul film parmi tous ceux qu'il a réalisés qu'il a décidé de renier, donc ce qui n'est quand même pas anodin. C'est pas comme si il était coutumier du fait et qu'à chaque fois il était critique avec les films qu'il avait pu faire. Donc, c'est le producteur italien Dino De Laurentiis qui avait racheté les droits de Dune et qui a décidé donc de confier le projet à David Lynch, parce que David Lynch était à l'époque un réalisateur assez jeune, brillant, qui avait une vision très personnelle des choses, donc qui avait une vraie vision cinématographique, et en même temps quelqu'un qui connaissait très bien le roman puisque il adorait Dune. Donc, ils lui ont confié ce projet-là. Pour la petite anecdote d'ailleurs, David Lynch a failli réaliser Le Retour du Jedi, mais en fait, il était déjà sollicité par Dune, et donc il a dû refuser. Il ne pouvait pas travailler sur les 2 projets en même temps. Mais si j'en parle, c'est parce que il faut juger le film Dune de David Lynch par rapport aussi à la trilogie originale Star Wars, puisque quand Dune sort sur les écrans en 1984, le film est critiqué soit parce qu'il est jugé par les spectateurs comme peu compréhensible, il dure 2h30, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'histoire, et ceux qui connaissent le roman trouvent qu'au contraire, c'est une simplification excessive des enjeux, donc ça ne plaît ni aux fans du roman, ni aux néophytes qui ne le connaissent pas. Et ça ne plaît même pas à Frank Herbert, qui considère que finalement, il n'a pas assez bien traité les personnages de son univers. Également, on a pu critiquer le fait que les effets spéciaux n'étaient pas suffisamment élaborés, que ça se passait beaucoup en studio et qu'on voyait assez peu le désert, alors que Frank Herbert considère que le désert, c'est presque un personnage à part entière de son univers. Et effectivement, le film a fait pâle figure par rapport à la trilogie originale Star Wars qui venait tout juste d'être terminée, puisque Le Retour du Jedi est sorti 1 an avant, en 1983. Les effets spéciaux étaient bien meilleurs dans la trilogie originale Star Wars. Et par ailleurs, les spectateurs qui ne connaissaient pas du tout Dune en tant que roman se sont dit, en fait, c'est un film qui cherche à plagier La Guerre des Étoiles. Donc ça a été l'inverse qui s'est produit. Ça a été une sorte un peu de paradoxe. Frank Herbert l'a dit d'ailleurs peu de temps avant de mourir. Il était persuadé que en fait le succès de Star Wars allait faire du tort à Dune au cinéma. Et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas pour rien si le film de Denis Villeneuve a plutôt bien marché en 2021 quand il est sorti au cinéma. C'est notamment parce qu'il n'y avait pas de Star Wars au cinéma à ce moment-là. La concurrence de Star Wars
direct, hein, et ça a pu compter. Voilà, et simplement pour terminer sur l'idée que Dune est un peu maudit, donc il y a eu une série qui est sortie au début des années 2000, mais qui là aussi a été victime de la concurrence de la prélogie Star Wars qui sortait à peu près au même moment et qui était d'une Décidément. qualité visuelle bien, bien meilleure, hein, c'est une adaptation, c'est mini-série qui reste assez fidèle au roman, mais qui n'a pas du tout les moyens de ses ambitions. Et puis, donc, on a maintenant les 2 films de Villeneuve, avec là aussi quand même toujours l'idée que Dune est un peu maudit au cinéma, parce que le premier film devait sortir en 2020, a été repoussé de plusieurs mois à cause du Covid. Et celui-ci, le deuxième, a été encore repoussé. Il devait sortir en novembre parce qu'il y avait la grève des acteurs et des scénaristes hollywoodiens. Et donc, sachant que Dune a un casting très important avec notamment Timothée Chalamet ou Zendaya, ils ne pouvaient pas du tout se dire on sort le film au cinéma avec nos acteurs qui ne vont pas du tout œuvrer pour la promotion. Donc finalement, l'idée que Dune est maudit au cinéma, bah, elle n'a jamais totalement disparu si on y regarde de plus près. Effectivement. Et sur, l'adaptation de Denis Villeneuve, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as hâte de voir le 2e volet? J'ai trouvé que c'était une bonne adaptation, honnêtement, parce qu'elle est respectueuse du matériau d'origine, ce qui n'était pas, le cas, par exemple, dans le projet de Jodorowsky et ce qui n'était pas non plus le cas, chez David Lynch. Alors David Lynch, il a été utile, en fait, en un sens, par son échec à Denis Villeneuve, parce que David Lynch, il avait d'abord proposé un film qui aurait duré 5 heures. Il estimait que c'était la seule manière d'adapter Dune, de façon à peu près satisfaisante au cinéma. Et justement, Denis Villeneuve a pu s'appuyer là-dessus, sur ce constat-là et sur l'échec du film de Lynch pour dire il nous faudra 5 heures pour Mmh. adapter Dune. Et en fait, si on utilise la première et la deuxième partie, qu'on les met côte à côte, on aura un peu plus de 5 heures au cinéma au total. Donc ça, il avait bien compris cela. Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui connaît très très bien Dune, c'est son roman préféré, il l'a lu et relu un nombre incalculable de fois et ça se sent quand on regarde son film parce que à la fois, il a réussi à rendre l'univers de Dune accessible. On peut très bien regarder Dune sans avoir lu une ligne du roman et comprendre le premier film. C'est pas du tout une difficulté absolue, alors que c'était le cas par contre avec Lynch. Et puis, malgré tout, quand il sait s'adresser aussi aux amateurs du roman, parce qu'il y a tout un tas de détails qui seront imperceptibles pour le néophyte, qui montre justement qu'il est respectueux de cet univers, qui fait en fait des petits clins d'œil sans que ce soit du fan service pour les lecteurs du roman. Donc moi j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation parce que à la fois ça apporte quelque chose de différent par rapport au livre. Il y a des réécritures, il y a un personnage secondaire, Liet Kynes, qui a été féminisé. Sa féminisation n'est pas inintéressante en tant que telle. Voilà, donc il y a des petites modifications. Et en même temps, donc, ça donne, je trouve, envie d'aller découvrir le roman. C'est ça que j'ai trouvé positif, c'est que on se dit pas en voyant le premier film de Villeneuve, bon, eh bien, en gros, on a à peu près toute l'histoire. C'est pas utile d'aller se farcir ce pavé de 800 pages juste après, pas du tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé que il avait bien su valoriser le désert notamment, ce qui Mmh. n'était pas le cas dans l'adaptation de Lynch et c'est très important. Il a d'ailleurs tourné en décor réel, notamment dans un désert de Jordanie qui s'appelle le Wadi Rum, où certaines scènes d'ailleurs des Star Wars les plus récents ont pu être tournées. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'il a choisi un casting qui est vraiment 5 étoiles et qui est bien adapté. C'est pas simplement avoir des grandes têtes d'affiche, c'est que je trouve que le choix de Timothée Chalamet pour Paul Atreides est très bon. Zendaya en Chani, c'est très bien aussi. Notre cher Oscar Isaac pour le père de Paul aussi très bien. Ou alors Rebecca Ferguson en Dame Jessica, c'est très bien. Donc voilà, moi j'ai été très satisfait. Et puis on voit également que là on bénéficie d'effets spéciaux qui sont autrement plus importants que dans les années 80 parce que la représentation des Vers des Sables, je l'ai trouvée très très convaincante. Donc oui, j'attends avec beaucoup d'impatience le deuxième film, d'autant que les 3 bandes annonces qui nous ont été proposées, je les ai trouvées à la fois spectaculaires, très belles visuellement, et on sent là aussi que ça va être quand même un film très respectueux du matériau d'origine.
Alors je rebondis sur ce que tu disais, le fait que le film, donne envie aussi de se plonger dans le roman. Et beh, moi j'ai mon conjoint, typiquement, qui est pourtant pas un grand lecteur, qui, a eu envie, de se plonger dans Dune puisque, bah, il était comme moi en fait, il avait pas lu, du tout la saga et il s'est enfilé relativement rapidement, pour lui, le gros pavé, qu'est le 1er tome donc comme quoi, voilà, ça suscite un peu des vocations, des envies en tout cas, voilà. Oui, c'est intéressant ce que Alors tu dis et oui. et et d'ailleurs, simplement pour compléter, ce que tu dis est très juste. Pocket, qui donc édite Dune en France, a constaté qu'il y avait une augmentation, Mmh. massive des ventes du roman, ça reste une valeur sûre, hein, mais il y a une augmentation très importante des ventes suite au film de Villeneuve et donc ça prouve qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu envie d'aller découvrir cet univers. Même si en plus ils ont refait une traduction, justement pour la sortie du film, la traduction a été revue et corrigée, ça nous donne aussi peut-être envie de se dire: «Ah bah voilà, le texte il a été dépoussiéré un petit peu, peut-être que c'est plus, voilà, ça peut être aussi moteur, pour ceux qui hésitaient jusque-là. Oui, exactement, Mmh. exactement et le travail des traducteurs, notamment, l'un d'entre eux qui est, Renaud Guillemin, plus connu comme étant, l'épaule d'Orion, qui est un des grands blogueurs de SF en France. Ils ont avec, Fabien Leroy, ils ont fait un travail qui est absolument remarquable et donc ça j'en profite puisque tu en parles pour saluer leur travail qui permet justement de Mmh. dépoussiérer un texte qui méritait effectivement d'être un petit peu remanié dans cette traduction française. Alors on a parlé, des nombreuses, déclinaisons de Dune, hein, parce que, malgré son non-statut de franchise, il y a quand même, énormément de choses. Moi, je me souviens d'avoir eu le jeu, Atari, donc ça nous rajeunit absolument pas du tout. Mais j'étais trop jeune à l'époque, pour y jouer et puis quand, j'étais plus grande, bah, on est passé sur des ordis Plus récent. plus puissant, voilà, moi j'ai joué à Rogue Squadron du coup. Donc vraiment ça ne date pas d'hier, hein, ces petites adaptations. On a donc des jeux vidéo, on a des jeux de société, hein. Il y a un très gros succès, ludique qui est Dune, Imperium. Mais on a aussi, on en a parlé en début d'émission, une continuité de la saga avec des romans écrits par le fils de Frank Herbert, Brian, en collaboration avec, Kevin J. Anderson. Donc comment, en fait la saga a pu survivre, à son créateur? Oui, c'est une excellente question. Elle a survécu à son créateur. Alors déjà, donc pour situer les choses, Frank Herbert, il est mort en 1986 et à l'époque donc, il commençait à travailler, sur le projet d'une suite au cycle de Dune puisque le tome 6, ce n'était pas en fait la conclusion. Il avait prévu au minimum d'écrire un 7e tome et donc son fils va s'appuyer aussi sur les notes laissées par son père pour prolonger, son œuvre. Ce qui va permettre à Dune de survivre à son créateur, c'est déjà le fait que c'est tellement une œuvre importante dans le domaine de la science-fiction, notamment le 1er tome, qu'on est face à un best-seller récurrent. Je vais prendre un exemple en ce qui nous concerne, nous, dans le monde francophone, avec, La Nuit des Temps de Barjavel, édité là aussi chez Pocket. La Nuit des Temps de Barjavel se vend en moyenne à 50 000 exemplaires par an, alors que pourtant Barjavel, ça fait très longtemps enfin, ça fait plusieurs années qu'il est mort et La Nuit des Temps, c'est un ouvrage qui a été publié là aussi il y a plusieurs décennies. Donc, il y a des œuvres comme ça qui parviennent de toute façon, sans qu'on fasse trop d'efforts, à traverser le temps parce qu'elles sont considérées un peu comme des incontournables quand on s'intéresse à tel ou tel univers. Ce qui va également contribuer à ce que Dune puisse survivre à son auteur, bah, c'est tout simplement Star Wars aussi, parce que l'engouement autour de Star Wars, qui est quand même une des franchises les plus importantes de la pop culture, sinon peut-être la plus importante, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressant progressivement à Star Wars, surtout que Star Wars est revenu sur le devant des écrans au début des années 2000 avec la prélogie. Ça a amené des nouveaux lecteurs à Dune, et puis, voilà et comme je disais, moi aussi, j'en fais en quelque sorte partie puisque c'est mon intérêt pour Star Wars qui m'a conduit vers Dune et puis ensuite, bien sûr, il y a la mise en place de tout un univers étendu avec, le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, en collaboration avec Kevin J. Anderson, donc qui est bien connu aussi, c'est vrai, des lecteurs de Star Wars, notamment tout l'univers Legends et ils vont, contribuer à faire en sorte qu'il y ait une communauté, en tous les cas, qui puisse se constituer, une communauté, on va dire, dunienne,
Ces romans-là, ont pu être critiqués. Alors c'est, on peut à la fois voir du positif et du négatif, c'est-à-dire qu'ils ont le mérite quand même de prolonger un cycle qui serait resté sinon inachevé, et en s'appuyant quand même sur des notes composées par Frank Herbert, donc il y a quand même une légitimité. Certains ont trouvé qu'il y avait peut-être un peu moins la dimension philosophique que dans les œuvres du père. Donc là, c'est propre à chacun. Moi, je n'ai pas spécialement à juger. Je comprends qu'on puisse ne pas trop aimer ces romans, mais je comprends aussi qu'on puisse leur accorder de l'importance et qu'on puisse les lire. Ce sont au minimum de bons divertissements. Voilà. Et puis surtout, donc, le fils de Frank Herbert va beaucoup insister à partir du moment où il y a ce projet de film de Villeneuve pour que Dune fasse sa mue et se transforme véritablement en franchise de pop culture. Donc tu l'as rappelé, il y a des jeux qui ont été mis en place ces dernières années qui ont rencontré un certain succès. Au cours des années 90, il y a le jeu de Cryo Dune qui s'inspire justement du film de David Lynch d'un point de vue visuel, qui a rencontré un très grand succès, qui est considéré un peu comme un jeu culte parmi les premiers jeux vidéo sur PC, avec notamment une très très belle bande sonore. Souvent, c'est ça qui avait marqué les lecteurs de l'époque, une très belle bande son. Et puis Dune, en fait, ils ont vraiment l'intention d'en faire une franchise maintenant et de veiller à ce qu'elle ne sorte pas du tout des radars une fois que le deuxième film de Villeneuve sera sorti au cinéma. Il y a un jeu vidéo qui s'annonce assez spectaculaire, c'est Dune Awakening, qui est en partie en monde ouvert, qui va sortir sur les consoles les plus récentes comme la PlayStation 5, où on va pouvoir incarner un Fremen sur Arrakis et être en open world, ce qui est un peu un fantasme pour beaucoup de fans de Dune, donc ça s'annonce assez spectaculaire. Et puis, alors même que ça semblait au point mort, il y a toujours l'idée de sortir une série télévisée, donc Dune The Sisterhood, qui portera vraiment sur l'ordre du Bene Gesserit. Donc de nouveau, on voit cette dimension féministe qui est présente dans Dune, où là, on aura pour l'essentiel des personnages principaux qui seront féminins. Et donc le projet semblait au point mort, mais il est bien toujours d'actualité. On n'a pas de date précise. C'est à peu près certain qu'on n'aura pas cette série en 2023, surtout avec la grève des scénaristes qui a ralenti beaucoup de projets à Hollywood. On le sait pour Star Wars, par exemple, avec Andor qui va sortir plus tard que prévu, par exemple. Et donc, par contre, on peut penser qu'elle devrait sortir en 2025 ou dans 2026 parce que là, elle est vraiment actuellement en phase de production. Donc, ça veut dire que c'est pas juste un projet qui est lancé comme ça. Voilà. Donc toute la question pour Dune, c'est de savoir si elle va réussir à s'imposer, cette œuvre va réussir à s'imposer comme une franchise durable. Euh, à titre personnel, j'ai quelques doutes. Je pense qu'effectivement, ils ont raison de vouloir diversifier un petit peu en proposant des œuvres qui ne sont pas des adaptations directes de Frank Herbert, ce qui sera le cas pour cette série The Sisterhood, parce que la suite du cycle de Dune n'est pas suffisamment grand public à mon sens. Je pense que c'est ce que George Lucas a bien compris avec Star Wars. Il a réussi finalement à faire un Dune plus grand public que la suite du cycle de Dune lui-même. Et donc, parce il y a des thématiques qui sont traitées, qui relèvent un petit peu de l'ésotérisme, pas seulement de la philosophie, mais ça devient assez ésotérique, presque psychédélique par moment. Je suis pas sûr que ça plaise à un très grand public. Donc, Dune a des chances de s'imposer dans les années qui viennent, mais à condition sans doute de diversifier le plus possible ses supports, ses médias, et de proposer peut-être des ouvrages qui seront, en tous les cas des œuvres qui seront de purs inédits et pas simplement des adaptations d'un cycle qui, je pense, à partir du 4e tome notamment, peut rebuter un certain nombre de spectateurs qui auraient aimé l'adaptation de Denis Villeneuve, par exemple. On voulait revenir un peu, du coup sur ton essai et puis, ce que nous on en avait pensé. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, je suis quelqu'un qui aime bien, connaître un peu, les le dessous, des cartes, j'aime bien, les making of, les podcasts, d'analyse. Hem, je suis pas très habituée aux essais littéraires, j'avoue. Mais j'ai trouvé que c'était très agréable. Du coup, tu reviens, à la fois aux racines, aux héritages, il y a toute une partie, d'analyse, donc c'est hyper complet. Heu, ouais, ouais, je Bah, le merci conseille. beaucoup. Merci, c'est très gentil.
Pour ma part, comme je l'ai dit en intro, avant d'attaquer cet essai, j'avais qu'une vague connaissance, de Dune, donc j'ai joué la carte de la facilité en regardant juste le film de Denis Villeneuve que j'ai beaucoup apprécié, si ce n'est le fait qu'il a tué Oscar Isaac et ça pour moi c'est absolument impardonnable. Mais bon, passons. La première chose qui m'a frappée en fait dans ton essai Nicolas, c'est ce côté, puits de science. Mais sans jamais en fait avoir, un côté, pédant qu'on peut souvent retrouver en fait, hein, dans les gens qui ont beaucoup de connaissances, ceux qui «savent» entre guillemets. Donc ce qui transparaît dans ton essai, c'est que tu as une très, très grande culture, littéraire et générale, et que tu nous livres en fait tes analyses avec un plaisir presque non dissimulé en fait. Et on sent que voilà, tu aimes avant tout le partage de connaissances et ça se ressent énormément dans l'écriture, de cet essai et du coup, c'est extrêmement, moteur. Ça donne vraiment envie de continuer à tourner les pages et d'en apprendre toujours plus sur Dune. Surtout quand, comme moi, en fait, on est néophyte et qu'on ne connaît, vraiment pas grand-chose à l'histoire. Après, il y a, le fait que tu te sois attaché à l'œuvre, mais aussi à son créateur. Tu replaces Dune dans son contexte de création, en nous donnant un aperçu de l'esprit, de la personnalité de Frank Herbert. Donc on comprend plus facilement, en fait, l'impact qu'a pu avoir cette saga, sur la SF et sur la pop culture de manière, plus générale. Et puis il y a énormément de références qu'on a envie, d'aller explorer, voilà, tu cites beaucoup, le discours de la servitude, volontaire d'Étienne de la Boétie, par exemple. Des références aussi, à Irène, Statler, qui était une amie de Frank Herbert et qui était, psychologue. Donc c'est une analyse, qui est extrêmement complète, qui donne autant donc envie de se plonger, dans l'œuvre de Frank Herbert que dans toutes ces références, que tu as pu citer. Même si des fois on se dit: «Mais où est-ce qu'il nous emmène avec tout ça?» «Ah oui, d'accord, OK, je comprends». Donc c'était, voilà, ça montre à quel point en fait une œuvre peut vraiment se pose dans un contexte et que c'est très, très, très intéressant et très important pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Moi j'ai une formation, littéraire donc ça m'a replongée un peu dans mes années, d'études, mais d'un côté, super positif. J'ai vraiment beaucoup apprécié, cet ouvrage. Voilà, que je recommande, qu'on soit, fan ou pas fan de Dune, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Non, merci beaucoup pour ces commentaires qui me font très plaisir, qui me touchent beaucoup. Effectivement, l'idée en fait c'était, et là je salue et j'en profite pour saluer mon éditrice Charlotte Volper, qui est directrice, éditoriale justement de toute la partie, imaginaire, du tout le pôle imaginaire chez Pocket. M'a vraiment donné la possibilité déjà de bien développer mon propos puisque j'avais écrit un premier essai en 2020, mais mon éditeur de l'époque voulait qu'on propose un ouvrage plus synthétique. Et là, on a pu vraiment aller au fond des choses, développer beaucoup de thématiques qui méritaient de l'être, et puis aborder de nouveaux sujets, notamment l'influence de Dune sur la pop culture et plus particulièrement sur la saga cinématographique Star Wars. Et puis voilà, notre idée, et moi c'est toujours mon idée quand j'écris des essais, c'est de pouvoir effectivement partager un savoir et avoir plaisir à partager ce que je connais ou ce que j'ai pu découvrir à travers mes réflexions, mes recherches, etc. Et tu as bien raison, il y a parfois des personnes qui vont être dans une perspective un peu pédante, qui vont finalement montrer une distance avec le lecteur, et je trouve que c'est déjà pas une très grande preuve d'intelligence. Et puis dans ce cas-là, autant écrire pour soi-même, ne pas écrire un livre qui va ensuite être proposé en librairie. Donc je suis très touché en tout cas par vos commentaires positifs, et puis je vous remercie beaucoup encore pour votre invitation. Ça a été un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Bah, depuis le temps que c'est dans les cartons, hein, quand même, qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse cette émission, avec toi, donc c'est un vrai plaisir que ça ait pu a aboutir enfin, hein et puis, bah, dans le contexte aussi, de, la sortie du 2e film de Denis Villeneuve là dans à peine quelques semaines donc, voilà, on vous encourage, vivement donc, à lire, ah mince, toc, voilà. L'essai donc de Nicolas Allard, Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction paru aux éditions Pocket. Ne boudez pas votre plaisir. Avant de nous laisser, est-ce que tu veux nous parler de ton actualité?
Oui, alors cette année, je vais avoir, c'est un peu, le hasard du calendrier éditorial parce que comme je le disais, je travaille souvent plusieurs années sur les ouvrages qui paraissent ensuite et simplement parfois, bah, il suffit qu'un éditeur veuille, repousser, tel ouvrage pour des raisons qui lui sont propres, qui sont liées aussi à d'autres publications. Donc, l'an dernier, je n'avais pas eu de nouvelles publications hormis Dune, en 2022 non plus. Cette année, je vais avoir 3 publications. La première, c'est à la mi-avril, un essai sur la planète des singes aux éditions Pix Love, qui est un des grands éditeurs de la pop culture. Et là, pour la première fois, et c'est ce qui m'a beaucoup motivé, en dehors du fait que j'aime bien cette franchise, c'est que je vais vraiment aborder la saga dans tous ses aspects. Pour le moment, les seuls ouvrages un peu d'analyse portaient sur les films. Là, donc moi, non seulement je vais parler bien sûr de tous les films qui sont sortis au cinéma, mais aussi donc le roman, parce qu'à l'origine c'est un roman du français Pierre Boulle, donc une analyse du roman, les influences de Pierre Boulle, comment en est-il arrivé à avoir cette idée assez incroyable d'un être humain qui se retrouve sur une planète peuplée par des singes intelligents. Voilà. Et puis je vais parler aussi de l'univers étendu. Et ce qui était intéressant parce que en fait, la planète des singes, c'est la première véritable franchise de la pop culture. C'est-à-dire que c'est Mmh. pas la plus puissante du lot, mais elle va exercer une influence notamment chez George Lucas. Alors non pas parce qu'il va reprendre beaucoup d'éléments dans la trame de Star Wars, mais George Lucas, c'est quelqu'un qui va assez vite considérer qu'en fait, c'est très important de développer tout un merchandising autour de Star Wars, d'accorder de l'importance aux produits dérivés. Et en fait, il va beaucoup s'inspirer de ce qui a été mis en œuvre au cours des années 70, peu de temps avant Star Wars, avec la planète des singes. Voilà, donc ça, ce sera un essai vraiment, on l'a pensé un peu comme l'essai qui se voulait le plus complet possible sur la planète des singes, parce que on l'aborde de ses origines jusqu'à nos jours, en passant donc aussi bien par les romans, le roman, pardon, les films, les séries télévisées, parce qu'il y a eu 2 séries, et puis tout ce qui concerne la franchise en tant que telle, ses produits dérivés, etc. Le deuxième ouvrage qui va être publié cette fois-ci, c'est à la mi-octobre. C'est un ouvrage que je co-dirige avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, à qui on doit déjà plusieurs ouvrages, notamment de pop science, donc où il étudie des œuvres de pop culture par le biais de la science. Moi, c'est plutôt par le biais de la littérature ou de la philosophie. Et donc, on a coécrit et on co-dirige un ouvrage sur Jurassic Park, justement, qui fait appel donc à plusieurs intervenants. On a une généticienne, un mathématicien, un psychologue, et on aborde donc la saga dans ses différents aspects. Donc moi, je vais par exemple je vais faire une analyse du récit des films. Je fais une analyse également des 2 romans de Michael Crichton, puisqu'à l'origine, c'est un roman. Jean-Sébastien Steyer, lui, va aborder toute la partie paléontologique, dans quelle mesure les dinosaures des films sont réalistes ou pas, conformes à ce qu'on peut voir. Voilà, on a écrit également ensemble un chapitre pour expliquer un peu l'historique, la place des dinosaures dans les œuvres artistiques, que ce soit des œuvres littéraires, cinématographiques ou télévisuelles. Et c'est vraiment pensé comme un beau livre parce qu'on a la chance de travailler avec Alain Beneteau, qui est considéré comme le plus grand paléo-artiste français. Et donc, il va illustrer l'ouvrage. Il va notamment représenter des scènes des romans de Michael Crichton que Steven Spielberg n'a pas porté à l'écran. Voilà. Donc ça, ce sera la deuxième publication, et j'en ai encore une. Donc là, c'est vraiment un hasard éditorial. Je suis en train de finir de l'écrire. Celui-ci, les 2 autres ont déjà été écrits. Ce sera un essai sur le manga L'attaque des Titans. Voilà, donc le manga et la série animée. C'est une œuvre que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de points communs d'ailleurs avec Dune. Donc souvent, en fait, les univers que j'aime se rejoignent les uns les autres. Il y a des parallèles. À chaque fois, je peux m'appuyer aussi en partie sur ce que j'ai pu faire pour mes autres ouvrages pour celui-ci. Et donc là, voilà, il s'agira d'un ouvrage qui va essayer surtout de se focaliser sur les thématiques, les personnages du récit, le récit lui-même mis en place par Isayama, parce que c'est une œuvre pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, l'attaque des Titans, et donc je suis très content de pouvoir écrire sur ce sujet, et ça devrait sortir peu de temps avant les fêtes de fin d'année. Voilà.
Donc, actualité bien chargée donc. Actualité bien chargée et puis pour les fans de Star Wars, j'espère pouvoir me libérer puisque j'ai été invité, à Génération Star Wars pour faire justement une conférence sur Dune et Star Wars. Donc, j'espère vraiment pouvoir me libérer. C'est en discussion actuellement pour que je puisse, y prendre part, au cours du printemps. Voilà. Ah bah, super, écoute, on croise les Ouais. doigts, ah, tu déjà allé? Non, j'avais été invité, il y a quelques années, j'avais pas pu venir malheureusement et donc on avait reporté ça à plus tard en se disant: «Si un jour j'ai une autre publication qui est conforme, ce sera bien». Bon, bah, on te croisera là-bas alors, croise les doigts en tout cas pour Oui, te croiser j'espère. là-bas. Bon, bah, Mmh. en tout cas, merci beaucoup, d'avoir, répondu à notre invitation. Merci beaucoup déjà à la base d'avoir pensé à nous, pour l'essai et puis, bah, ça a été un grand plaisir, et de lire ton essai et de te recevoir, Mmh. aujourd'hui et puis, bah, du coup, on devrait se croiser, prochainement, avec un peu de chance. Oui, merci. Ben, Ouais. plaisir partagé et puis, j'espère effectivement qu'on aura d'autres occasions d'échanger prochainement. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Donc vous pouvez retrouver, hein, les on va remettre en lien dans la vidéo toutes les publications, de Nicolas Allard. Donc vous pouvez en retrouver déjà, quelques-unes chez Pocket. N'oubliez pas donc Génération Star Wars et science-fiction, c'est le dernier week-end d'avril. Donc ça doit être 28 et 29 ou 27 et 28, je me souviens plus 27 et 28, exactement. ouais. C'est à QC, c'est dans le centre de la France et c'est une convention, vraiment, très, très sympa, très familiale, entrée gratuite et cette année, il y aura Anthony Daniels. Ça peut vous motiver Et à venir nous faire caritative, et caritative, oui, ce qui est effectivement. très important. Voilà. On se retrouvera très bientôt sur notre chaîne. Bonne journée. Merci beaucoup.